La salle d'audience baignait dans une lumière froide, filtrée par de hautes fenêtres poussiéreuses. Le murmure des conversations feutrées résonnait contre les murs couverts de boiseries sombres, comme si le lieu lui-même imposait à chacun de mesurer ses mots. L'odeur mêlée de vieux papiers, de cuir et de parfums discrets trahissait les heures passées ici à juger, trancher, sceller des destins. Assis à ma gauche, Dorian affichait ce sourire que je connaissais trop bien. Un rictus précis, presque étudié, comme celui d'un homme qui a déjà lu la fin du livre et sait qu'elle lui est favorable. Sa mâchoire légèrement relevée, ses yeux mi-clos, et cette façon de pianoter distraitement sur son stylo noir, tout en jetant un coup d'œil complice à son avocat. Ce geste, je l'avais vu des centaines de fois, au restaurant devant des clients, dans nos dîners entre amis, ou même à la maison quand il voulait me prouver qu'il avait encore gagné une discussion. Il avait endossé son rôle préféré, celui de l'homme en contrôle absolu. Pour lui, cette audience n'était pas un moment décisif, encore moins un combat. C'était une formalité administrative avant de passer à la suite de sa vie. Une vie où, évidemment, il se voyait riche, libre et débarrassé de moi. Il portait un costume gris anthracite parfaitement coupé, une cravate bleu nuit qui tranchait avec la pâleur hivernale de sa peau. Ses boutons de manchette en argent reflétaient parfois un éclat de lumière, comme pour rappeler subtilement son goût pour l'élégance ostentatoire. L'avocat à ses côtés, un homme chauve au regard calculateur, lui chuchotait quelques mots auxquels Dorian répondait par un léger hochement de tête, sans même m'accorder un regard. Je ne bougeais pas. Mes mains étaient posées à plat sur mes genoux, mes doigts légèrement crispés. Pas de colère visible, pas d'émotion affichée. Juste cette maîtrise que j'avais appris à cultiver au fil des années passées à ses côtés. Car avec Dorian, chaque réaction était une victoire qu'on lui offrait. Or, aujourd'hui, je n'avais rien à lui donner. Autour de nous, la salle se remplissait lentement. Quelques têtes connues, des amis communs, des anciens voisins, 2 de ses collègues venus le soutenir. J'entendais leurs chuchotements, les petits rires étouffés derrière des mains polies. Ils s'attendaient tous à assister au spectacle du mari triomphant et de l'épouse ruinée. Ils ignoraient que le scénario était déjà en train de changer, et que je détenais la plume. Quand le juge entra, un silence immédiat s'installa. Un homme grand, aux cheveux gris impeccablement peignés, au regard perçant qui semblait percer chaque façade. Il nous salua d'un signe bref et prit place derrière son bureau massif. Le bois craqua sous son poids, comme si même le mobilier portait le poids des histoires qui s'étaient jouées ici. Je sentis le premier frisson courir le long de mon dos. Pas de peur. Pas même d'angoisse. Plutôt l'excitation froide de quelqu'un qui sait que la vérité est sur le point de sortir au grand jour et que rien ne pourra l'arrêter. Dorian, lui, croisa les jambes avec nonchalance. En sortant un instant son téléphone pour vérifier l'heure, il eut ce petit sourire satisfait, comme s'il se disait « Dans 1 heure, tout ça sera fini ». Il ne se doutait pas qu'au moment où il signerait les papiers, son rire deviendrait amer, et que chaque personne présente se souviendrait non pas de son triomphe, mais de son visage au moment exact où sa certitude se briserait. Avant que nous soyons assis face à face dans cette salle d'audience glaciale, il y avait eu 10 ans d'histoire. 10 ans où, petit à petit, j'avais cessé d'exister pour moi-même afin d'exister uniquement pour lui. Je revois encore le jour où nous nous sommes rencontrés. J'étais étudiante en littérature, assise dans un café universitaire, les doigts tachés d'encre, un carnet ouvert devant moi. Lui, Dorian, étudiant en droit, costume impeccable malgré ses 22 ans, portait cette assurance qui me fascinait. Il parlait comme quelqu'un qui connaissait déjà sa place dans le monde et qui n'avait qu'à tendre la main pour la prendre. Ce soir-là, il m'avait demandé de lui prêter mon stylo, puis avait engagé une conversation sur mes lectures. Il me regardait comme si j'étais une énigme à résoudre. J'ai cru qu'il voyait vraiment qui j'étais. Les premières années, il m'avait mise sur un piédestal. Il disait que je l'inspirais, que sans moi il ne pourrait pas viser aussi haut. J'étais devenue sa confidente, sa secrétaire officieuse, son soutien moral et logistique. J'écrivais ses discours, je corrigeais ses dossiers, je l'accompagnais à ses rendez-vous. Et chaque victoire qu'il remportait, je la célébrais comme si c'était la mienne. Mais au fil du temps, les remerciements s'étaient espacés. Les compliments s'étaient transformés en critiques déguisées. Tu devrais parler moins fort. Cette robe n'est pas très professionnelle. Tu devrais plutôt me laisser gérer ça. Des phrases courtes, anodines pour un regard extérieur, mais qui, goutte après goutte, creusaient un sillon dans ma confiance. Il avait cette manière subtile de me faire sentir que tout ce que je faisais n'était jamais tout à fait suffisant. Il exigeait une perfection silencieuse, et si je faiblissais, il me le faisait payer par des silences prolongés, des regards froids, ou pire, une indifférence totale. L'amour que j'avais pour lui me rendait aveugle. Je croyais que c'était normal, que c'était ça, un mariage, se sacrifier pour que l'autre brille. Je me suis éloigné de mes amis, j'ai mis ma carrière de côté, j'ai renoncé à reprendre mes études.
Toute mon énergie passait dans la construction de sa réussite. Et il s'en accommodait très bien. Puis il y eut les premières humiliations publiques. Lors de dîners professionnels, il plaisantait sur le fait que je ne comprenais pas grand-chose à ses affaires. Devant ses collègues, il minimisait mon rôle. Une fois, lors d'une réception, il m'avait laissé seul à table pour aller discuter avec une jeune stagiaire, oubliant complètement de me présenter aux invités. Ce soir-là, j'ai souri, j'ai joué mon rôle. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était fissuré. Et cette fissure s'est agrandie le jour où j'ai compris que je n'étais plus pour lui une partenaire, mais un meuble, utile, silencieux et surtout immobile. Je vivais dans sa maison, mais ce n'était plus mon foyer. Je partageais son lit, mais plus sa vie. Et chaque matin, en me regardant dans le miroir, je voyais une femme que je ne reconnaissais plus. C'est dans ces années d'effacement que j'ai appris une leçon que lui ignorait encore. Quand on réduit quelqu'un au silence, on oublie que ce silence peut devenir une arme. Et un jour, cette arme se retournerait contre lui. C'était un jeudi soir d'automne, un de ces soirs où l'air sent la pluie et les feuilles mortes. J'étais rentré plus tôt que prévu du travail, un sac de course à la main. Je voulais préparer son plat préféré, pensant naïvement qu'un moment simple, partagé, pourrait rallumer quelque chose entre nous. Je me souviens de ma clé tournant dans la serrure, du silence étrange qui régnait dans la maison. En posant mon manteau, j'ai entendu un éclat de rire. Ce n'était pas le sien, du moins, pas seul. Une voix féminine, jeune, claire, venait du bureau, à l'étage. Les pas feutrés de Dorian se mêlaient à ce rire, et j'ai senti mon cœur se contracter. Je suis monté lentement, sans bruit, m'arrêtant devant la porte entr'ouverte. Ce que j'ai entendu a figé le sang dans mes veines. Il parlait à cette femme comme il ne m'avait plus parlé depuis des années. Sa voix était basse, complice, et il lui décrivait un futur où je n'existais pas. Il évoquait des voyages, une nouvelle maison, un nouveau départ. Il riait en disant que, après décembre, tout serait réglé, et qu'il serait enfin libre. Le mot « libre » m'a transpercé. Libre de quoi? De qui? De moi. Je suis resté là, immobile, incapable de faire irruption dans la pièce. Mes mains tremblaient, mais ma respiration s'était calmée. Dans un étrange détachement, je me suis surprise à observer les détails. Le son feutré de sa chaise pivotant légèrement, la manière dont sa voix montait quand il voulait séduire, ce petit rire forcé qu'il avait quand il se savait en terrain conquis. Le mot « libre » m'a transpercé. Libre de quoi? De qui? De moi. Je suis resté là, immobile, incapable de faire irruption dans la pièce. Mes mains tremblaient, mais ma respiration s'était calmée. Dans un étrange détachement, je me suis surprise à observer les détails. Le son feutré de sa chaise pivotant légèrement, la manière dont sa voix montait quand il voulait séduire, ce petit rire forcé qu'il avait quand il se savait en terrain conquis. Quand il a raccroché, je suis redescendu aussi discrètement que je m'étais arrêté. Il n'a jamais su que j'avais entendu cette conversation. Ce soir-là, je n'ai rien dit. J'ai servi le dîner comme prévu, j'ai souri quand il m'a parlé de sa journée, j'ai acquiescé à ses projets pour le week-end. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Je savais que mon mariage était fini. Je savais aussi qu'il pensait l'avoir déjà gagné, qu'il se voyait déjà de l'autre côté de cette histoire, les poches pleines et le cœur léger. C'est précisément à cet instant que j'ai cessé d'être une épouse effacée, pour devenir une stratège silencieuse. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec ma cousine Amira. Elle m'a écouté sans m'interrompre, prenant des notes méthodiquement. Quand j'ai eu fini, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « S'il pense que tu vas sortir perdante, il ne te connaît pas. On va lui laisser croire ça. » Jusqu'au dernier moment. Ce soir-là, j'ai compris qu'il y aurait 2 divorces, celui qu'il voyait venir et celui que moi, j'allais orchestrer. Amira n'était pas seulement ma cousine, elle était l'une des avocates les plus redoutées du barreau. Une femme à la voix posée, mais aux arguments acérés comme une lame. Elle avait plaidé dans des affaires complexes, démantelé des contrats bétonnés, et mis à genoux des adversaires qui pensaient être intouchables. Autant dire qu'elle était exactement la personne qu'il me fallait. Le soir de notre rendez-vous, nous étions assises dans son bureau, une pièce où le bois sombre des étagères contrastait avec la lumière chaude de sa lampe de bureau. Sur les murs, des diplômes encadrés et des photos d'elle serrant la main de juges prestigieux. Amira n'aimait pas perdre. Première règle, m'avait-elle dit en refermant son carnet, on ne lui montre rien. Pas un geste, pas une parole qui pourrait lui faire croire que tu as une carte à jouer. Il doit continuer à penser que tu es affaibli, résigné. J'ai hoché la tête. Cette idée me convenait parfaitement. J'avais déjà passé des années à jouer le rôle de l'épouse docile. Il ne me restait qu'à continuer, mais cette fois avec un but. Nous avons passé en revue mes comptes, mes contrats, mes documents personnels. C'est là qu'Amira a découvert l'héritage de ma grand-mère.
Une somme que j'avais reçue juste avant mon mariage et que j'avais placée intelligemment, à l'abri des regards et de toute ingérence de Dorian. Au fil des ans, mes placements s'étaient multipliés. Actions, immobilier, par dans des startups prometteuses. J'avais bâti, sans que personne ne le sache, une fortune à 7 chiffres. Amira esquissé un sourire discret. Ce capital, il n'y touche pas. C'est ton bien propre. Mais il ne sait pas qu'il existe, et c'est ça qui va tout changer. Elle a alors déployé un plan d'une précision chirurgicale. Laisser Dorian s'exposer, le laisser faire des déclarations sur sa vision du partage, noter ses intentions, collecter les preuves de ses excès de confiance. Renforcer l'image de l'épouse perdante. Garder mon train de vie modeste, éviter toute dépense visible, ne jamais évoquer mes investissements. Préparer la révélation. Inclure dans les documents officiels le détail complet de mes avoirs, pour que ce soit le juge lui-même qui annonce la vérité. Chaque étape devait être menée avec patience. Amira m'avait prévenu. La tentation de riposter avant l'heure serait grande, mais il fallait résister. L'effet de surprise était notre arme la plus puissante. Pendant que Dorian multipliait les rendez-vous avec son avocat et ses amis, convaincu qu'il dictait le rythme de ce divorce, Amira et moi construisions dans l'ombre un scénario dont il serait le spectateur impuissant. Je suis sorti de son bureau ce soir-là avec un sentiment étrange, un mélange d'appréhension et d'excitation glaciale. Je savais que les semaines à venir seraient un jeu d'acteurs constant. Mais cette fois, je jouais pour moi. Et surtout, je savais déjà comment l'histoire allait se terminer. Mon héritage n'avait rien d'un coup de chance soudain. C'était le fruit d'une histoire de famille, tissée bien avant ma naissance. Ma grand-mère, Aïcha, avait été une femme d'une rare clairvoyance financière. Dans les années 60, alors que peu de femmes osaient gérer seules leur argent, elle avait investi dans des terrains à l'époque considérés comme sans valeur. Aujourd'hui, ces terrains se trouvaient au cœur de zones commerciales florissantes. Je me souviens encore du jour où, peu avant son décès, elle m'avait fait venir dans sa petite maison, avec ses volets verts toujours à moitié fermés. Sur la table basse, il y avait une boîte en fer, cabossée par le temps. Elle me l'avait tendue en me disant simplement « Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est une clé. Et une clé, on ne la donne pas à quelqu'un qui ne saurait pas quoi ouvrir avec. » À l'intérieur, il y avait un chèque conséquent, quelques titres de propriété, et une lettre où elle me conseillait de ne jamais laisser cet argent dormir. « L'argent doit travailler pendant que toi tu dors », écrivait-elle. Ces mots étaient restés gravés dans ma mémoire. J'avais à peine 23 ans à l'époque, et je venais de rencontrer Dorian. Je savais déjà qu'il avait un tempérament dominateur, et je pressentais qu'il voudrait tout contrôler. Alors j'avais fait un choix instinctif, garder cet héritage pour moi seul. Pas par égoïsme, mais par instinct de survie. Je l'avais placé d'abord dans un compte discret, puis j'avais commencé à investir. Au début, timidement, un petit appartement acheté en périphérie, que j'avais loué à un jeune couple. Puis, encouragé par les premiers revenus, j'avais diversifié. Part dans une start-up technologique, action dans une société d'énergie renouvelable, obligation d'État. Chaque investissement, je l'étudiais des semaines. Y elisais, y comparais, y apprenais. Ce qui n'était au départ qu'un simple capital devint, au fil des ans, une véritable machine à générer des revenus. Et le plus important, tout cela restait invisible aux yeux de Dorian. Je menais une double vie financière. Dans notre quotidien, j'étais la femme qui ne comprenait rien aux affaires et qui laissait son mari gérer les finances communes. Mais en coulisses, j'étais une stratège patiente, construisant pierre après pierre une indépendance que personne ne pourrait m'arracher. Quand j'ai revu le solde global de mes comptes juste avant le divorce, j'ai ressenti une émotion paradoxale, de la fierté, mais aussi une froide lucidité. Cet argent n'était pas seulement un filet de sécurité. C'était un levier de pouvoir. Et ce pouvoir, je ne comptais pas l'utiliser pour détruire, mais pour me libérer. Amira, en découvrant le dossier complet, avait eu cette phrase. « Ce n'est pas un héritage. C'est une bombe à retardement. Et nous allons choisir le moment exact pour qu'elle explose. » Ce moment approchait. Et Dorian n'en avait pas la moindre idée. Le matin de l'audience finale, la ville semblait plus silencieuse que d'habitude. L'air avait cette odeur métallique qu'on sent avant un orage. J'avais quitté mon appartement tôt, vêtu d'un tailleur sobre couleur ivoire. Rien d'ostentatoire, juste assez élégant pour refléter le respect que j'avais pour ce lieu, et la discrète assurance que je portais en moi. Le tribunal se dressait comme une forteresse de pierre beige, ses colonnes massives projetant une ombre imposante sur les marches. Devant l'entrée, un petit groupe s'était formé, amis de Dorian, anciens collègues, curieux venus assister à la scène. Je sentais leur regard glisser sur moi, jauger, commenter en silence. Certains affichaient un sourire compatissant, d'autres, une satisfaction à peine voilée. En franchissant les portes,
L'odeur familière de vieux dossiers et de cire pour parquet m'enveloppa. Les pas claquaient sur le sol de marbre, rythmant mon avancée. Amira marchait à mes côtés, droite, un dossier sous le bras. Elle ne disait rien. Elle n'avait pas besoin de parler. Sa simple présence suffisait à me rappeler que tout était sous contrôle. Dans la salle, le décor était le même que lors des audiences précédentes. Le bois sombre des bancs, le bureau imposant du juge et derrière, le drapeau qui flottait à peine sous l'air discret des ventilateurs. Mais ce matin-là, tout semblait plus lourd, plus dense, comme si chaque objet portait en lui la gravité de ce qui allait se jouer. Dorian était déjà là. Costume bleu marine impeccable, montre brillante qui captait la lumière, parfum boisé qui se mêlait à l'air stagnant. Il était debout, discutant avec son avocat, un sourire aux lèvres. Lorsqu'il m'aperçut, il esquissa ce petit geste de la main, comme pour dire « Alors, prête ». J'ai répondu par un léger hochement de tête, sans me départir de mon calme. L'audience commença. Les échanges formels, les présentations, les premiers points financiers. Les chiffres défilaient, anodins pour le public, mais stratégiques pour nous. Dorian se penchait vers son avocat à chaque phrase du juge, comme pour confirmer que tout se passait selon le plan. Et puis, l'instant que nous attendions approcha. Amira glissa subtilement un document parmi ceux que le juge allait lire à voix haute. Ce n'était pas un geste brusque, juste une continuité fluide, presque imperceptible. Le silence dans la salle s'épaissit. On entendait à peine le froissement des papiers. Je pouvais sentir chaque battement de mon cœur résonner dans ma poitrine. Dorian, toujours confiant, croisa les bras, s'adossa légèrement, comme pour savourer à l'avance ce qu'il pensait être la confirmation de sa victoire. Je savais, à cet instant précis, que ce qui allait suivre ne serait pas seulement un changement de situation, mais une scène dont tous se souviendraient longtemps. Le juge feuilletait le dossier avec la lenteur méthodique d'un homme qui sait que chaque mot peut faire basculer une vie. Ses lunettes glissaient légèrement sur l'arête de son nez, et il les remontait d'un geste automatique. Dans la salle, plus personne ne bougeait. Les bancs craquaient à peine quand quelqu'un changeait de position, comme si tout le monde retenait son souffle. « Passons maintenant », annonça-t-il d'une voix posée, à l'évaluation des avoirs personnels de madame. Je sentis, plus que je ne vis, Dorian tourner légèrement la tête dans ma direction. Son sourire n'avait pas disparu, mais il avait changé. Moins large, plus prudent. Comme s'il s'attendait à une confirmation de ce qu'il croyait déjà savoir, que mes ressources étaient maigres, insignifiantes face aux siennes. Le juge prit un document parmi ceux qu'Amira avait préparés. Une feuille banale, mais qui contenait 10 ans de silence, de stratégie et de patience. Il la parcourut rapidement des yeux, puis commença à lire à voix haute. Compte personnel numéro. Le solde actuel est de. Il s'arrêta un instant, leva les yeux vers moi, puis vers Dorian. Une ombre imperceptible passa dans son regard, comme s'il venait de comprendre la portée de ce qu'il allait dire. Et alors, d'une voix claire, il prononça le chiffre, un montant à 7 chiffres. La réaction fut instantanée. Les murmures éclatèrent dans la salle comme une vague. Les visages se tournèrent vers moi, incrédules. Amira resta de marbre, les mains croisées devant elle. Moi, je soutins le regard du juge, impassible, comme si j'entendais la météo du jour. Dorian, lui, ne bougeait plus. Ses yeux clignèrent une fois, 2 fois, comme s'il tentait de recalculer mentalement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Sa main, qui reposait sur le banc, se crispa légèrement, les jointures blanchissant. Je savais qu'à cet instant précis, il recomposait toute notre histoire dans sa tête, se demandant comment il avait pu passer à côté de ça. Pour mémoire, précisa le juge, ces fonds sont considérés comme un bien propre, acquis avant le mariage. Ils ne peuvent donc être intégrés au partage. Cette phrase fut le coup de grâce. Les épaules de Dorian s'affaissèrent imperceptiblement, comme si l'air autour de lui venait de s'alourdir. Le reste de la lecture se poursuivit, mais pour lui, tout était déjà fini. Le plan qu'il avait conçu, les projets qu'il avait imaginés, tout venait de s'effondrer en l'espace de quelques secondes. Dans ses yeux, je voyais la lutte entre la colère, la surprise et une blessure d'ego qu'il n'avouerait jamais. Et moi, assise là, je compris que ce moment resterait gravé non seulement dans sa mémoire, mais aussi dans celle de chaque personne présente. Ce n'était pas une revanche bruyante. C'était un coup porté avec élégance, la vérité révélée au grand jour, sans que je n'aie eu besoin de prononcer un seul mot. Le chiffre venait à peine d'être prononcé que le temps sembla se figer autour de nous. Le brouhaha qui avait brièvement envahi la salle s'éteignit peu à peu, comme si chacun retenait son souffle pour observer la réaction de Dorian. Son visage, ce masque de confiance qu'il portait depuis des semaines, se fissura. Ce ne fut pas un changement brutal, mais une lente désagrégation, comme une peinture qui s'écaille sous l'effet du temps. Ses yeux clignèrent plus vite, comme s'il cherchait à chasser une vision irréelle.
La mâchoire, jusque-là détendue, se crispa. Sa main, posée sur la table, se referma en un point discret, trahissant la tension qui parcourait tout son corps. Je le connaissais trop bien pour ne pas déchiffrer chaque micro-expression. Ce léger tressaillement au coin de sa bouche signifiait la colère tenue. Le regard fuyant vers son avocat indiquait la recherche frénétique d'une échappatoire, d'une explication. Mais il n'y avait rien à dire. Les chiffres étaient là, inscrits noir sur blanc, validés par le juge, irréfutables. Je sentis presque physiquement le moment où il comprit l'ampleur de sa défaite. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était la révélation brutale que, pendant toutes ces années où il m'avait cru docile et dépendante, j'avais bâti dans l'ombre une indépendance qu'il ne pourrait jamais toucher. Autour de nous, les murmures reprenaient, plus bas, plus acérés. Quelques spectateurs échangeaient des regards complices. D'autres observaient Dorian avec une curiosité teintée de satisfaction, comme s'il venait d'assister à la chute d'un roi trop sûr de lui. Amira, toujours impassible, se contenta d'effleurer la table du bout des doigts. Un geste imperceptible pour les autres, mais que je compris comme un signe, voilà, c'est fait. Dorian tenta un sourire, un rictus qui se voulait assurer, mais qui se brisa presque aussitôt. Ses lèvres remuèrent, comme pour former une phrase, mais il se ravisa. Peut-être avait-il compris que tout mot prononcé à cet instant ne ferait qu'amplifier son humiliation. Le juge poursuivait, imperturbable, détaillant les implications juridiques. Mes biens propres restaient intouchables, la répartition des biens communs suivrait la loi, aucune réclamation supplémentaire ne serait recevable. Chaque phrase sonnait comme un coup de marteau scellant définitivement l'affaire. Et moi, je restais droite, les mains jointes, le visage neutre. Pas de triomphe affiché, pas d'excès. Parce que la vraie victoire n'avait pas besoin de cris ni d'applaudissements. Elle se lisait dans les yeux de l'adversaire quand il réalisait qu'il avait sous-estimé la personne en face de lui. Ce jour-là, dans cette salle silencieuse, Dorian comprit que son rire du matin ne résonnerait plus jamais de la même manière. À peine le chiffre avait-il résonné dans la salle que les conversations basses reprirent, d'abord timides, puis plus insistantes. On aurait dit un vol d'abeilles soudainement réveillé. Les bancs craquaient sous le poids des corps qui se penchaient pour chuchoter à l'oreille du voisin. « Tu as entendu ? C'est impossible. » « Mais comment ?» Chaque phrase flottait dans l'air comme une question sans réponse, se mêlant au bruissement de feuilles qu'on tourne et au cliquetis des stylos. Les regards se détournaient de Dorian pour se fixer sur moi, parfois furtivement, parfois avec insistance. Certains avaient l'air impressionnés, d'autres franchement décontenancés. Parmi eux, des visages familiers. Des « amis » qui, quelques semaines plus tôt, n'avaient pas hésité à me tourner le dos, persuadés que j'étais la partie perdante. Je les voyais désormais éviter mon regard, conscient que le vent venait de tourner. Dorian, lui, restait figé, le dos droit mais les yeux légèrement baissés, comme s'il cherchait à se protéger de ce murmure collectif qui n'était plus qu'une seule voix, celle de sa défaite. Il ne supportait pas ce genre d'attention. Les regards compatissants, il pouvait les ignorer. Mais ceux qui trahissaient une forme de jubilation silencieuse, c'était une autre histoire. Amira, de son côté, gardait la même expression neutre, mais je la voyais écouter. Elle avait ce don pour percevoir l'humeur d'une pièce sans même bouger la tête. Et ce qu'elle captait, c'était un mélange de surprise et de respect, un changement subtil mais irréversible dans la manière dont les gens me percevaient. Le juge, conscient de cette agitation, tapa doucement du marteau pour ramener l'ordre. Sa voix grave résonna dans la salle. Silence. Je vous rappelle que ceci est une procédure judiciaire, pas un spectacle. Mais le mal était fait. Le message s'était déjà propagé, comme une onde qui traverse un lac après qu'on y ait jeté un caillou. Ce qui venait d'être révélé ne resterait pas entre ces murs. Dans quelques heures, cette histoire circulerait dans les couloirs du tribunal, puis dans les bureaux, puis dans les dîners où Dorian aimait tant se pavaner. Et au fond de moi, je savais que le vrai poids de cette révélation ne résidait pas seulement dans la somme affichée, mais dans l'image qu'elle dessinait. Celle d'une femme qu'on croyait effacée et qui, en un instant, prouvait qu'elle avait toujours eu le contrôle. Je me contentais de croiser les jambes et de fixer un point imaginaire devant moi, comme si tout cela ne me concernait pas. Parce qu'après tout, les murmures n'étaient que la bande-son de ce que j'avais soigneusement orchestré depuis des années. Le juge referma lentement le dossier, comme pour marquer une pause solennelle avant de prononcer les derniers mots. Le bois de son bureau craqua légèrement sous le mouvement, et dans le silence absolu de la salle, ce bruit sembla presque résonner. Après l'examen des pièces et conformément à la loi. Sa voix, grave et régulière, avait cette autorité naturelle qui ne laissait aucune place au doute. Chaque mot tombait comme un coup près, précis et irréversible. Les biens propres de madame, acquis avant le mariage, demeurent son entière propriété et ne peuvent être réclamés dans le cadre de ce divorce. La répartition des biens communs se fera selon les termes déjà validés par les deux parties.
Monsieur, vous conserverez les actifs qui vous ont été attribués, ainsi que vos revenus professionnels. Madame, vous conservez la maison de campagne, le véhicule principal, ainsi que vos placements et liquidités. Je vis Dorian encaisser chaque phrase comme une gifle invisible. Ses épaules restaient droites, mais ses mains, crispées sur la table, trahissaient la tension. Enfin, conclut le juge, les deux parties sont désormais légalement divorcées. Un coup de marteau, sec, final. Comme le poing qui vient clore une longue phrase. Autour de nous, l'air sembla se détendre. Les murmures reprirent, moins agressifs, presque respectueux. Certains observateurs se levèrent déjà, ajustant leurs manteaux, échangeant des commentaires à voix basse. Amira se tourna légèrement vers moi et me glissa, dans un sourire imperceptible. Rideau. Je pris quelques secondes avant de me lever. Non par théâtralité, mais pour savourer ce moment. 10 ans de concession, de silence, de préparation. Et en face de moi, un homme qui pensait encore ce matin être en position de force, mais qui repartait avec bien moins que ce qu'il espérait. Nous sortîmes ensemble, Amira et moi, dans un couloir où l'écho de nos pas se mêlait au bruit étouffé des autres affaires en cours. Dorian prit une autre sortie, évitant de croiser à nouveau mon regard. Je ne me retournai pas. Je n'avais pas besoin de voir son visage une dernière fois pour savoir ce qu'il exprimait. La sentence du juge n'avait pas seulement clos notre mariage, elle avait redéfini nos places. Lui, l'homme qui avait perdu en pensant gagner. Moi, la femme qu'il croyait effacée et qui venait de signer la scène finale en silence. Et dans mon esprit, une certitude s'ancrait. Ce n'était pas une vengeance, c'était une libération. Lorsque je me levai enfin, le parquet ancien du tribunal grinça légèrement sous mes pas. Ce son discret me sembla presque solennel, comme un écho venant valider tout ce qui venait de se passer. Amira marchait à ma droite, tenant toujours le dossier fermé contre elle, comme un trophée invisible que seuls nous savions avoir remporté. En sortant de la salle, nous traversâmes le couloir où d'autres avocats et justiciables circulaient. Certains ralentirent à notre passage, curieux de voir cette femme qui venait de mettre en échec l'un des hommes les plus sûrs de lui qu'ils connaissaient. Je percevais leur regard, mélange de respect, d'étonnement et, pour quelques-uns, d'admiration silencieuse. Les lourdes portes du tribunal s'ouvrirent, laissant entrer un flot de lumière froide. Sur les marches, une dizaine de personnes attendaient, dont certains visages familiers, des voisins, des anciens amis communs, et même un collègue de Dorian qui avait toujours eu un sourire condescendant pour moi. Cette fois, il baissa les yeux en me voyant, comme gêné d'avoir parié sur le mauvais cheval. L'air extérieur me parut plus léger, presque vivifiant. Je respirais profondément, sentant mes épaules se relâcher après des mois de tension. Chaque pas que je faisais en descendant ces marches résonnait comme une affirmation. Je sortais libre. Derrière moi, j'entendis des pas rapides. Ce n'était pas Dorian. Il avait choisi de partir par une autre sortie, probablement pour éviter les regards, ou peut-être pour échapper à la réalité encore quelques minutes. Cette fuite silencieuse en disait plus long que n'importe quel discours. Amira me lança un regard complice en me tendant les clés de ma voiture. « C'est à toi de décider où tu veux aller maintenant », dit-elle simplement. Iesuris. Ce n'était pas seulement une question géographique. C'était une métaphore. Pendant des années, ma vie avait suivi une route tracée par quelqu'un d'autre. Désormais, j'avais les mains sur le volant. Alors que je m'éloignais du tribunal, j'aperçus mon reflet dans une vitrine. Je vis une femme droite, déterminée, les traits apaisés. Une femme qui avait appris que la vraie force ne se crie pas. Elle se démontre, calmement, au moment exact où l'on vous croit incapable de frapper. Ce jour-là, ma sortie du tribunal ne fut pas seulement une victoire juridique. C'était le premier pas d'une nouvelle vie. Les premiers jours après le divorce eurent une saveur étrange. Comme si le monde autour de moi avait légèrement changé de teinte. Ce n'était pas une explosion de joie, mais un calme profond, presque déroutant. Je me réveillais le matin sans cette boule au ventre qui, depuis des années, m'accompagnait avant même que mes pieds touchent le sol. Mon appartement, que j'avais choisi quelques mois plus tôt pour me préparer à cette transition, semblait plus lumineux. Les rayons du soleil traversaient les rideaux clairs, et j'aimais rester quelques minutes à simplement regarder les particules de poussière danser dans l'air. C'était un spectacle banal, mais il me rappelait que j'étais enfin maîtresse de mon temps. Les premiers jours, j'ai évité de répondre aux nombreux messages qui affluaient. Certains étaient remplis de curiosité mal placée, d'autres d'une compassion forcée. Quelques rares venaient de personnes sincères, mais je sentais que j'avais besoin de silence. Ce silence n'était plus une arme, cette fois. C'était un refuge. Je me suis remise à cuisiner, pas par nécessité, mais par plaisir. Les recettes que Dorian n'aimait pas, celles que j'avais abandonnées pour correspondre à ses goûts, retrouvèrent leur place dans ma cuisine. Un soir, j'ai même préparé un plat que ma grand-mère m'avait appris, en prenant le temps de suivre chaque geste, chaque parfum,
comme un hommage discret à celle qui avait posé la première pierre de ma liberté. Côté finance, je pris rendez-vous avec un conseiller indépendant pour réorganiser mes investissements. Ce n'était pas seulement pour sécuriser ma fortune, mais pour la mettre au service de mes projets. Pendant des années, j'avais accumulé sans vraiment imaginer ce que je ferais de cet argent. Désormais, chaque euro serait une porte ouverte vers quelque chose qui m'appartenait vraiment. Je commençais aussi à renouer avec des passions oubliées. La lecture reprit une place centrale dans mes soirées. Les carnets de notes se remplirent à nouveau de réflexions, de croquis, d'idées. J'avais presque oublié combien il était vital d'avoir un espace à soi, non négociable. Mais la vraie renaissance ne venait pas des choses que je faisais. Elle venait de la manière dont je me percevais à présent. Je n'étais plus l'ex-femme de Dorian. Je n'étais plus définie par mon lien avec lui. J'étais moi, entière, libre et consciente de ma valeur. Ces jours-là, je compris que la victoire ne réside pas seulement dans ce que l'on gagne, mais dans ce que l'on se réapproprie. Et moi, je venais de récupérer la chose la plus précieuse, ma vie. Il fallut moins d'une semaine pour que l'histoire quitte les murs du tribunal et s'infiltre partout. C'était comme une traînée de poudre. Un murmure échangé dans un couloir devenait un récit amplifié autour d'une machine à café, puis une version romancée lors d'un dîner mondain. Et à chaque transmission, le chiffre de mon compte en banque semblait prendre quelques zéros supplémentaires. Je ne faisais rien pour nourrir cette agitation, mais je savais que le silence, dans ce genre de situation, est parfois plus éloquent que n'importe quelle explication. Plus je me taisais, plus les gens spéculaient. Les uns affirmaient que j'avais reçu un héritage colossal inattendu. D'autres imaginaient que j'avais secrètement fondé une entreprise florissante à l'étranger. Certains allaient même jusqu'à prétendre que j'avais gagné au loto et gardé le secret pendant des années. Dans mon ancien cercle d'amis communs avec Dorian, les attitudes changèrent du tout au tout. Ceux qui avaient pris ses côtés lors de notre séparation me recontactèrent soudain, sous prétexte de prendre de mes nouvelles. Les invitations à déjeuner se multiplièrent, mais je les refusai poliment, consciente que la curiosité était la seule motivation derrière ces gestes. Dorian, lui, ne supportait pas ce nouveau récit. Dans les rares échos que je recevais par des connaissances communes, j'appris qu'il essayait de minimiser l'histoire, affirmant que le montant avait été exagéré, que ce n'était pas si impressionnant. Mais chaque démenti ne faisait que renforcer la légende. Car plus on tente d'effacer une image publique, plus elle s'imprime dans l'esprit des gens. Dans mon quartier, les commerçants qui m'avaient toujours vu comme la femme discrète de Dorian me saluaient désormais avec un respect différent. Ce n'était pas seulement lié à l'argent, mais à l'idée qu'une femme ait pu retourner une situation donnée pour perdue en un coup parfaitement calculé. Je compris alors que les rumeurs avaient un double tranchant. Elles pouvaient être destructrices, mais aussi servir de bouclier. Tant que les gens parlaient de cette image de femme forte et imprévisible, ils ne s'aventuraient pas à m'attaquer directement. Et moi, je laissais la rumeur vivre sa vie, consciente qu'elle faisait partie de ma nouvelle liberté. Ce n'était pas moi qu'elle protégeait. C'était la distance que je voulais désormais entretenir avec tout ce qui appartenait à mon passé. La tentation d'appeler Dorian, de lui dire ce que je pensais réellement, était parfois forte. Après tout, j'avais entre mes mains tous les éléments pour le réduire à néant sur le plan social et professionnel. Mais plus je savourais ma liberté, plus je comprenais que la plus belle vengeance ne se construit pas dans le bruit, mais dans le silence. Je n'avais pas besoin de le confronter. Sa défaite, il la revivait chaque jour. Pas seulement à cause de l'argent qu'il n'avait pas eu, mais à cause de cette image qu'il avait voulu imposer aux autres, celle de l'homme invincible et qui s'était brisé en public. Rien n'est plus cruel, pour un orgueilleux, que de constater que son prestige s'effrite sans qu'on ait à lever le petit doigt. De temps à autre, des connaissances communes me rapportaient, presque à voix basse, qu'il essayait toujours de réécrire l'histoire, qu'il minimisait l'importance de mon patrimoine, qu'il se présentait comme victime d'un coup bas. Mais ces mots trahissaient surtout une blessure d'ego qu'il n'arrivait pas à refermer. Pendant ce temps, je construisais. Je rencontrais de nouvelles personnes, lançais des projets que j'avais mis de côté depuis des années. Je faisais des choix qui n'avaient rien à voir avec lui, et tout à voir avec moi. Chaque réussite, chaque moment de sérénité, chaque sourire que je m'autorisais était une petite victoire supplémentaire. Le plus savoureux dans cette revanche silencieuse, c'était de savoir qu'elle n'avait pas besoin d'être affichée. Ceux qui étaient présents le jour de l'audience n'avaient pas oublié. Ceux qui avaient entendu l'histoire l'avaient embellie. Et Dorian, dans son cercle, ne pouvait échapper à cette version qui le plaçait en position de perdant. Je me rappelais alors une phrase que ma grand-mère m'avait dite un jour. Parfois, la meilleure façon de punir quelqu'un, c'est de le laisser vivre avec la vérité. C'est exactement ce que je faisais. Et plus le temps passait, plus je réalisais que cette vérité était devenue mon allié. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ma vie parlait pour moi. En repensant à tout ce chemin,
je réalise que cette histoire n'a jamais été seulement une affaire de divorce, d'argent ou même de revanche. C'était l'histoire d'une reconquête. Celle d'une femme qui, pendant des années, a accepté de vivre dans l'ombre d'un homme, avant de comprendre que la lumière, elle pouvait la créer elle-même. La plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que la force ne se mesure pas au volume de notre voix, ni à la violence de nos coups. La véritable puissance est silencieuse. Elle se prépare patiemment, elle se nourrit d'endurance, et elle frappe au moment exact où on vous croit incapable d'agir. J'ai compris aussi que la liberté ne s'achète pas avec de l'argent, même si celui-ci peut en être l'outil. La liberté, c'est la capacité de choisir, sans peur et sans dépendance. C'est se réveiller le matin en sachant que chaque décision vient de soi, et non de la volonté ou du jugement d'un autre. Dorian restera, dans mon histoire, un chapitre important, mais il n'est plus le centre de mon récit. Ce centre, c'est moi. Mon présent n'est plus dicté par le besoin de prouver quelque chose à qui que ce soit. Je vis, j'avance, je construis, pour moi. Si je devais adresser un message à toute personne qui se sent aujourd'hui enfermée dans une situation injuste, ce serait celui-ci. Ne sous-estimez jamais ce que vous pouvez préparer dans le silence. Ne croyez pas que l'absence de réaction signifie faiblesse. Parfois, c'est la plus redoutable des stratégies. Et surtout, souvenez-vous que chaque jour compte. Chaque petite action que vous entreprenez aujourd'hui peut devenir, demain, le moment qui change tout. Étincelle, si cette histoire vous a touché, inspiré ou fait réfléchir, prenez un instant pour vous abonner, aimer, commenter et partager. Vos réactions sont le carburant qui permet à ces récits de continuer à vivre et à inspirer d'autres personnes. Ensemble, faisons en sorte que chaque voix, même longtemps réduite au silence, trouve enfin l'écho qu'elle mérite.